Je vais plutôt parler de l'étude du réel, de l'authentification du réel, c'est-à-dire de ce qui existe, et surtout du patrimoine historique. L'idée, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle pour conserver la mémoire qui disparaît, quoi, grosso modo, notre mémoire qui disparaît. Alors, j'ai beaucoup travaillé en Afghanistan, en Syrie, en Irak, là je vais partir en Libye bientôt. Et l'idée, c'est d'utiliser donc les nouveaux protocoles d'imagerie en fait pour reconstruire, reconstituer en 3 dimensions de manière photoréaliste des environnements tels qu'ils sont visibles aujourd'hui pour les conserver sur un autre support. Et donc ça fait 6 ans, et déjà en 6 ans, on a enregistré beaucoup de sites qui aujourd'hui n'existent plus, notamment en Syrie et en Irak. Et donc ça, c'est un petit peu le début de l'aventure. En fait, c'est en Afghanistan. Je vais vous raconter un peu le contexte, que vous compreniez effectivement pourquoi. Là, on est sur un site en fait qui est au sud de Kaboul. C'est un ancien camp d'entraînement d'Al-Qaïda, c'est une cachette de Ben Laden juste avant les attentats du 11 septembre. Et en fait, les archéologues ont retrouvé sur ce site des dizaines de monastères bouddhiques. Au début de notre ère, en fait, l'Afghanistan était géré par des royaumes bouddhiques. Et donc, on a retrouvé ces monastères, et donc à l'intérieur de ces monastères, on a trouvé des centaines de sculptures qui sont les premières représentations connues du Bouddha. On appelle ça l'art gréco-bouddhique, parce qu'en fait, juste avant ces royaumes bouddhiques, en fait, il y avait les Grecs, Alexandre le Grand, qui avait conquéri l'Afghanistan. Et donc, cette civilisation bouddhique a repris en fait des logiques de représentation grecque en fait, et les ont appliquées au Bouddha. Donc, on s'est retrouvé avec des centaines de sculptures en terre, difficilement déplaçables, dans cette zone quand même compliquée, parce qu'on recevait régulièrement des roquettes, parce qu'il y avait des villages de talibans tout autour. Et on s'est dit, mince, et surtout, on a appris que sous le site, en fait, il y avait un dépôt de cuivre, un des plus gros dépôts de cuivre du monde, et qu'une société chinoise s'apprêtait à en fait exploiter ce site, donc faire disparaître l'intégralité de ces ruines. Donc on avait quelques mois, quelques semaines pour agir. Donc ça, c'était en 2010 en fait. Et c'est là que la première fois, on a décidé d'utiliser, de marier 2 technologies. D'une part, le drone, donc, qui maintenant s'utilise beaucoup plus, mais à l'époque, on construisait nous-mêmes nos machines. Et ça nous permettait de prendre des milliers d'images en fait sur le site, y compris sur les zones qui étaient encore minées, parce que comme c'était un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, il y avait effectivement des restes en fait de tous ces entraînements un peu partout sur le site. Là, il y a aussi des appareils photo robotisés en fait, qu'on amène sur le terrain et qui vont scanner. Donc en fait, c'est une espèce de robot en fait qui manipule l'appareil. Et donc toutes ces images. Alors là par exemple, c'est une trajectoire du drone en fait. Donc le drone balaye en fait, scanne vraiment à l'échelle du paysage en prenant des images, et en fait donc on réassemble tous ces images. Donc on a des centaines de milliers d'images en fait qu'on réassemble pour reconstituer en fait l'environnement en 3 dimensions tel qu'on le voit, tel que les archéologues le voient. Alors on a des centaines de milliers d'images, donc c'est vraiment de la big data. Donc pour gérer ça, effectivement, c'est là où on a aussi recours à l'intelligence artificielle, parce que on va effectivement matcher automatiquement des images, des grandes quantités d'images. L'intéressant, c'est qu'effectivement, on peut du coup représenter le site à la fois dans sa dimension territoriale, son échelle architecturale, jusqu'au petit détail effectivement du décor. Donc en fait, on arrive à reconstruire en fait des mondes physiques, enfin les transférer sur un support virtuel. Alors l'objectif là, dans ce cas-là, c'est d'abord un objectif scientifique, c'est aider les archéologues à travailler justement sur ce site qui est difficile d'accès et qui n'est plus accessible malheureusement aujourd'hui. Et donc, comme on arrive à créer des modèles qui sont extrêmement lourds, que personne ne peut lire en fait en l'état, on a créé une plateforme en fait. Donc là, ce que vous voyez, c'est des données qui sont sur Internet. Il suffit de zoomer, et c'est du streaming en fait. Plus on zoome dans une zone, plus on va charger les données de cette zone, et ça va nous permettre effectivement pour quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste de la 3D, donc un archéologue, un architecte, un spécialiste de ces civilisations, va pouvoir effectivement naviguer
dans cette mer de données assez complexe avec de manière assez intuitive. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui cette plateforme, finalement c'est la seule trace qui nous reste de ce site, qui n'est plus accessible aujourd'hui. Et donc, alors ce travail on le fait dans l'espace, c'est-à-dire à la fois sur plusieurs kilomètres carrés, mais avec des éléments de détail très précis. On le fait aussi dans le temps. L'idée, c'est de revenir régulièrement sur les sites et puis de voir l'évolution. Alors là, c'était l'évolution des travaux des archéologues durant 2010, 2011, 2012. Et donc, on garde une mémoire aussi, disons, dynamique en fait du site, du paysage, donc qui s'applique à l'archéologie, mais aussi aujourd'hui qui s'applique beaucoup au patrimoine naturel, au réchauffement climatique. Et c'est un sujet sur lequel nous aussi, du coup, travaille beaucoup parce que ça fait partie de notre patrimoine. Alors, on a commencé à travailler sur ces technologies en 2010, 2011, 2012. Après, il y a des conflits qui ont éclaté en Irak, en Syrie. Et comme on avait ces technologies, on a proposé ces techniques directement aux archéologues, aux architectes du patrimoine de ces pays-là. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé embarqué en fait au moment de la libération de Palmyre. Alors ça, c'est Palmyre, vous voyez le temple de Bel qui a été détruit par l'État islamique. En fait, moi j'avais proposé d'accompagner en fait une délégation d'archéologues syriens pour justement documenter cette destruction. Donc on s'est retrouvé à être les tout premiers en fait à arriver sur le site. Et là encore, l'idée, alors c'est une vision aussi un peu historique. L'idée, c'est de documenter tout ce qu'on voit, parce que donc ça fait partie, c'est de l'archéologie, mais là c'est de l'archéologie contemporaine, c'est la destruction, ces phénomènes de destruction qui sont récents, mais qui sont importants dans l'histoire. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné tout ce qu'on voyait, à commencer par le musée. Donc ça, c'est le musée de Palmyre, donc qui avait été complètement saccagé par les soldats de l'État islamique. Et là, ce qu'on a fait, on a négocié avec l'armée en leur disant de ne pas rentrer dans le musée avant qu'on ait scanné l'intégralité. Alors vous voyez là, tout ça c'est les sculptures, c'est les collections du musée qui étaient par terre, qui étaient cassées, qui n'avaient pas été volées d'ailleurs, mais qui avaient été simplement saccagées. Et donc on a pris pareil des milliers d'images pour documenter ça. Là vous voyez en fait les visages avaient systématiquement été détruits. Beaucoup étaient au sol d'ailleurs. Et donc l'idée, en prenant des dizaines de milliers d'images, on peut reconstituer en fait en 3 dimensions le musée lui-même dans son état de saccage. Bon, alors là bien sûr on arrive trop tard, c'est-à-dire que le site est déjà détruit. Donc l'idée, c'est d'utiliser les mêmes techniques donc, de photogrammétrie qui permettent de reconstruire un modèle 3D à partir d'images, mais de les utiliser avec les images anciennes, les images d'archives. Alors on est allé retrouver dans les archives, et c'est un travail qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui avec Notre-Dame. Donc ça, c'est uniquement des images qui ont été prises par un architecte français, d'ailleurs Robert Ami, dans les années 30, qui a étudié le monument. Et donc ces images, on les a processées avec ces algorithmes pour reconstruire le temple qui aujourd'hui n'existe plus, et en faire finalement la première modélisation 3D a posteriori, quasiment. Et donc après, ce qu'on peut faire donc, avec la 3D, c'est superposer les différents états. Ça, c'est effectivement des approches qui sont un petit peu nouvelles dans le domaine de la restauration en tout cas. Alors ça permet d'aider effectivement l'architecte, le restaurateur à déjà trier, identifier chaque bloc et accélérer effectivement la restauration. Alors aujourd'hui, elle n'est pas vraiment d'actualité, la restauration, c'est toujours un peu la merde en Syrie, grosso modo. Donc, mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que le jour où les architectes vont retravailler sur ces sites, on aura effectivement une documentation qui sera complète et qui sera prête, grosso modo. Toutes ces données aujourd'hui, elles servent à l'analyse, à recréer effectivement un cadastre, là, sur Mossoul, mais elle sert aussi à faire des expositions, en fait, parce que c'est des données photoréalistes. Et là, donc récemment, on a une exposition qui s'est déroulée à l'Institut du monde arabe, qui s'est terminée en février. Donc on a fait ces grandes projections immersives qui permettaient au public parisien de découvrir ces sites qui, malheureusement, aujourd'hui sont inaccessibles.